Clarisse Nikolski, bonjour. Bonjour. On vous retrouve pour le dernier épisode de notre feuilleton consacré à Chaim Soutine. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur d'une biographie sur Chaim Soutine qui vient de paraître chez Jean-Claude Lattès. Nous nous sommes quittés hier au moment où Chaim Soutine devient célèbre du jour au lendemain grâce au milliardaire Barnes, collectionneur très réputé. Oui. Et Soutine est donc devenu un peintre respecté. Oui. Alors, il est un peintre respecté, mais comme tous les peintres de cette époque, ils sont soumis au bon vouloir des vendeurs de tableaux. Oui. Et dans les années 30, où nous sommes à peu près, il travaille avec les Castins. Les Castins sont des collectionneurs. Les Castins, c'est un jeune couple. Il y a Madeleine et Marcelin Castin qui viennent à Paris, qui sont des gens fortunés, qui habitent, qui ont une maison à Lèves, près de Chartres, et qui viennent à Paris, qui s'intéressent aux arts, à ce qui se fait. Et un jour, on leur propose un Soutine. Alors ils sont comme ça hésitants, puis ils revoient Soutine et ils disent oui, mais on aimerait bien acheter quelque chose de lui. Ils donnent rendez-vous à Soutine dans son atelier. Alors Soutine attend, ils ne viennent pas. Ils ont près d'une heure de retard. Soutine, fou furieux, descend dans la rue et s'en va. Et voilà que les Castins arrivent à ce moment-là, s'excusent. Ils disent oui, nous sommes en retard parce que nous avons dîné, nous avons dû nous préparer. Et Marcelin Castin sort un billet et le donne à Soutine et lui dit tenez, prenez ça en avance sur un certain nombre de toiles que j'ai l'intention de vous acheter. Alors Soutine, furieux, jette le billet et lui dit il n'en est même pas question, enfin le renvoie avec beaucoup d'arrogance et beaucoup d'agressivité comme d'habitude. Et c'est la fin du premier épisode Soutine, Madeleine et Marcelin Castin. Et puis quand Barnes découvre Soutine, les Castins réapparaissent. Avec beaucoup d'énergie, Madeleine Castin fait le tour des galeries, essaye de trouver des Soutines. Alors il y a des tractations entre Zborowski, Carco, pour récupérer un Soutine que veut Madame Castin. Bref, un jour, Zborowski a Soutine au téléphone, il dit, tu sais, Madeleine et Marcelin Castin ont acheté le coq aux tomates. Bien dit Soutine, combien l'ont-ils payé? Et Zborowski dit une somme vraiment faramineuse pour l'époque. Soutine est content, c'est la fin de la rupture. Il dit bon, ils ont assez payé. Et ils redeviennent amis. Et à ce moment-là, c'est vraiment une relation qui ne se terminera qu'à la mort de Soutine. C'est-à-dire que les Castins invitent Soutine chez eux. Soutine se comporte à la fois, alors là c'est très ambigu, il est à la fois très tyrannique et très dépendant. C'est-à-dire que il est très tyrannique parce que quand il peint, il faut que les enfants de la famille Castin disparaissent, il s'installe dans le hall, il prend de la place. Si les gens, Marcelin et Madeleine, regardent ses toiles et montrent la moindre hésitation, il les jette, il les déchire, parce que Soutine est le champion de la lacération de ces toiles. Il faut pas oublier l'épisode du boucher qui se reproduit sur les toiles, là. C'est lui-même qui déchire ses toiles en menus morceaux. Et détail intéressant, que fait Madame Castin et plus tard sa dernière compagne Marie-Berthe Orange? Elle fouille dans les poubelles, elle retrouve les morceaux de toile déchirés, elle les recouse, elle les assemble soigneusement. Et je disais qu'il était aussi dans une très grande dépendance, c'est-à-dire que Soutine finalement a de plus en plus peur, semble-t-il, du monde, et il envoie des lettres à Madeleine Castin quand on lui propose une exposition en lui disant « Venez à mon secours, on veut m'exposer, je ne sais plus que faire, etc. » Ce qui fait qu'il y a une relation très étroite, très ambiguë qui s'établit entre eux. Et puis survient la guerre, et Gerda, qui est une Allemande, qui est juive et allemande, est une des premières à devoir quitter la capitale. Alors qu'elle était arrivée en 1935, fuyant le nazisme vers la patrie des droits de l'homme. Absolument, bien sûr. Et là, c'est au Veldiv que Soutine, après bien des désespoirs, parce qu'ils ont dû se réfugier à la campagne, ils ont vécu un an ensemble, ça a été très dur. Alors là commence
toute la suite, des persécutions, des tracasseries. Soutine est poursuivi par les gendarmes du coin où ils sont tous les deux. Et puis, il est autorisé à venir à Paris, mais Gerda ne peut pas le suivre, donc elle reste. Ils s'écrivent, il vient la chercher, et c'est finalement de nuit qu'ils vont s'enfuir tous les deux, parce qu'ils n'ont pas l'autorisation de partir. Or, finalement, elle est sommée d'aller au Veldiv en tant qu'Allemande. Mais ce n'est pas la rafle du Veldiv, c'est non, ça n'est pas la rafle du Veldiv, mais vous savez, malheureusement, le Veldiv a été le théâtre de beaucoup de drames à cette époque-là. C'était vraiment le lieu de rassemblement de tous les proscrits. Et donc, c'est à ce moment-là que Gerda se retrouve là-bas avec d'autres femmes et d'autres hommes et qu'elle est envoyée à Gurs. Et Gerda va échapper, et elle va échapper grâce, entre autres, au peintre Raoul Ubach et à sa femme, qui existe toujours d'ailleurs, Madame Ubach, qui m'a raconté cet épisode de sa vie avec Gerda Groff. Alors comment réagit Soutine quand il apprend qu'elle est envoyée dans un camp? Alors Soutine d'abord lui écrit beaucoup. On a un certain nombre de lettres qu'il lui a écrites. Il est très tendre, et puis Soutine est quand même un faible. Et là, je dois donner la version de Madame Castin. Elle trouve que avec la guerre, il lui est de plus en plus difficile à elle de s'occuper de Soutine. Et elle décide de lui présenter une femme qui va s'occuper de lui. Et la femme qu'elle trouve à lui présenter, c'est Marie-Berthe Orange, qui est l'ex-femme de Max Ernst, qui à l'origine a été une espèce d'égérie pour les surréalistes parce qu'elle a symbolisé la femme-enfant, qui a failli jouer d'ailleurs dans un film de Buñuel. Et finalement, Buñuel a dû y renoncer tellement elle était stupide. Et c'est à elle que Madame Castin confie Soutine. D'ailleurs, Maurice Sachs, qui assiste à la rencontre, dit à Madeleine Castin: vous avez présenté Marie-Berthe à Soutine, vous avez signé son arrêt de mort. Et il ne croyait pas si bien dire. C'est-à-dire que Marie-Berthe est une femme extrêmement acariâtre, désagréable, qui ne convient pas du tout à Soutine. Elle a des sautes d'humeur. Et si vous voulez, tous les défauts de Soutine avec cette compagne vont s'accentuer. Néanmoins, il faut quand même dire qu'elle le suit dans son périple pour échapper aux persécutions, qu'ils se retrouvent eux aussi à la campagne, et puis que Soutine a une crise terrible, et que à ce moment-là, Marie-Berthe appelle une ambulance. Alors là, le parcours de l'ambulance n'est pas du tout clair. Ils mettent, je crois, presque 24 heures avant d'arriver à Paris, alors que c'est à peu près à 2 heures ou 2 heures et demie de Paris. Et Marie-Berthe passe d'abord à l'adresse qu'ils occupaient à Paris. Elle ramasse des toiles de Soutine. Enfin, il y a quelque chose à Micmac qui est extrêmement lourd et trouble. Et Soutine est finalement opéré, mais il meurt. Alors on va revenir à la mort de Soutine dans un instant, mais Soutine, bon, vous le rappeliez, était pourchassé par les Allemands à Paris. Il s'est fait inscrire comme juif au registre. Oui. Comment a-t-il réagi à cette persécution des Juifs en France, qui le replongeait brutalement dans un passé de persécution qu'il avait toute sa vie tenté d'oublier? Oui. Alors Soutine, d'abord, a été très préoccupé par ce qui se passait, parce que Gerda le décrit en train de lire attentivement les journaux et d'avoir une prescience avant même que les persécutions ne commencent. Il a une prescience, et pour cause. Il les connaît, les persécutions. Il sait de quoi il parle. Donc il sent ce qui va se passer. Et quand elles arrivent, il réagit une fois encore de manière ambiguë. D'abord, il est le grand Soutine. Donc il pense un peu qu'il va échapper. Et c'est vrai que dans une certaine mesure, il échappe. Parce que les Castins interviennent, parce que chaque fois, il y a quelqu'un à la préfecture qui l'assure que lui ne sera pas ennuyé. Or, il n'est pas vraiment ennuyé, mais il n'est pas non plus vraiment épargné. Il va se déclarer comme juif, oui, à la préfecture de police. Il est d'ailleurs dans le fameux fichier.
Mais il agit comme tous les étrangers juifs de cette époque. On l'a dit et redit, ils ont peur de ne pas être dans la légalité. Et pour eux, le mieux, c'est d'être dans la légalité. Donc, l'idée de ne pas aller se déclarer ne leur vient pas la plupart du temps. Et Soutine, comme les autres, aura son tampon juif. D'ailleurs, il y a des histoires absolument incroyables. Il est toujours d'une très grande naïveté, là encore. Il y a un certain moment, il est presque fier de ce tampon juif pendant un certain temps. Et une fois, il se plaint parce qu'on a fait une tache dessus, et il dit « Ah, ils ont souillé mon juif ». Beaucoup de témoins racontent qu'il était, alors qu'il était pourchassé par les Allemands, il se promenait dans la rue sans trop de précautions. Sans trop de précautions, il s'est caché pendant un certain temps chez des amis. Et puis à un certain moment, il en a eu assez. Il est descendu. Il a dit bon, je vais me promener. Et pour se cacher, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a changé de chapeau, persuadé que ça allait le camoufler complètement. Donc c'est quelqu'un qui reste complètement insaisissable. Qui d'une part a une prescience du danger et d'autre part n'a pas une réelle appréciation de la situation qu'il vit. C'est ça peut-être les visionnaires. C'est d'avoir une vision, mais de ne pas avoir la vision du réel dans lequel ils sont. C'est la maladie qui a emporté Soutine, vous le rappeliez tout à l'heure, mais on peut penser que si ça n'avait pas été la maladie, ça aurait peut-être été la Gestapo. Ça aurait peut-être été la Gestapo, absolument. C'est la maladie, il a un ulcère à l'estomac qui est probablement devenu un cancer, il meurt dans d'atroces souffrances, et Marie-Berthe Orange s'occupe de son enterrement. D'ailleurs, on le trouve, ses amis, les quelques amis qui sont là. Madame Castin, à ce moment-là, ne peut pas être présente parce que, dit-elle, la guerre ne le lui permettait pas. Et c'était très difficile de venir auprès de Soutine à ce moment-là. On le trouve avec donc elle a mis dans ses mains un crucifix et elle explique qu'il avait l'intention de se convertir, ce qui est probablement faux. Ça n'est qu'un mensonge de plus de Marie-Berthe Orange. Et puis elle le fait enterrer dans le caveau de famille, dans son caveau de famille. Comme un orphelin finalement, comme quelqu'un qui n'a pas de racines. Comme quelqu'un qui n'a pas de racines et qu'elle s'approprie pour des raisons qui sont quand même évidentes. Parce que Soutine est un peintre dont la peinture vaut très cher. Et dont la peinture ne circule pas beaucoup. Elle est entre les mains de collectionneurs. Et contrairement à un certain nombre de peintres de ses contemporains, ses œuvres ne circulent pas énormément. Aucun membre de la famille de Soutine n'est présent à cet enterrement? Non, aucun. On est en pleine guerre. C'est l'occupation. Aucun membre de sa famille sont présents. Max Jacob et Cocteau. Donc finalement, on peut dire que Soutine a vraiment rompu tout lien avec cette famille et qu'à la fin de sa vie, il y avait plus... Oui, mais sa famille, elle est à l'heure qu'il est, à l'heure où il meurt, est sans doute en proie aussi aux persécutions, à l'extermination. On ne sait pas ce que sont devenus les proches de Soutine, mais sans doute sont-ils morts, déportés, assassinés par les nazis. Et quand bien même quelqu'un aurait voulu venir, ça aurait été absolument impossible à cette époque. Donc il est enterré comme ça, tout seul, très vite. Et après, après la guerre, c'est Soutine, c'est le mythe Soutine. Merci Clarisse Nikolski d'avoir retracé avec nous la vie de Chaim Soutine. Je rappelle à nos auditeurs que votre biographie sur Chaim Soutine vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès.